Dimanche 19 novembre 2023, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. La Cour de justice de l'UEMOA, vous le savez, a rendu le 16 novembre dernier une décision sur la requête introduite auprès d'elle par l'État du Niger et cette autre requête dans laquelle l'État du Niger demandait à la Cour d'ordonner à la commission de l'UEMOA de surseoir à l'exécution des mesures de sanctions prises à l'encontre du Niger par le sommet des chefs d'État de l'UEMOA à l'issue de leur réunion du 30 août dernier qui faisait suite au coup d'État intervenu ici au Niger le 26 juillet dernier. La Cour, dans sa décision, a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner ce sursis au niveau de la commission de la CEDEAO. Une décision plutôt inattendue et surprenante qui a suscité notamment la réaction du gouvernement nigérien à travers son ministre en charge de la justice. Le magistrat Aliou Daouda était cet après-midi face à la presse. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention avant de retrouver son intégralité à la fin de ce journal. Si les autorités sont à la base du changement anticonstitutionnel, mais les autres, cette entité. Si on dénie aux autres le droit de plaider, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est pour vous dire qu'il est le seul à avoir la magie ou l'argutie juridique par laquelle il est arrivé pour rendre sa décision. Et il est le seul comptable de cette décision. Et comme nous l'avons dit, ça c'est le ministre de la Justice qui parle, mais je sais que le Niger, avec ses pays amis, en tirera les conséquences d'une telle parodie juridique, d'une telle justice. Et vous voyez, il ne suffit pas d'avoir un curriculum vitae lourd pour être un bon magistrat. Et dans tous les cas, il a fait la preuve. Ces deux présidents, son président fait partie des pays qui étaient très acerbes contre le Niger, très remontés pour protéger leur arrière. Et cette décision n'est ni plus ni moins des garde-fous qui sont pris ou qui sont mis pour empêcher d'éventuels changements anticonstitutionnels du régime. Parce qu'on nous dit, si vous voulez que tout s'arrête, remettez le pouvoir. C'est contenu dans sa décision. On va vers un juge pour arrêter le problème qu'on vit. Il nous dit non, si vous voulez, moi je n'ai pas la solution de votre problème, c'est vous-même qui avez la solution de votre problème. Restituez le pouvoir et vous allez faire disparaître le spectre de l'irréparable. Il reconnaît qu'il y a l'irréparable, il reconnaît qu'il y a l'urgence, mais il nous dit c'est au gouvernement du Niger de restituer le pouvoir pour éviter. Mais les autres partis qui n'ont pas le pouvoir entre leurs mains, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles doivent faire. Voilà le magistrat Aliou Daouda, ministre en charge de la justice, réagissant à la décision rendue le 16 novembre dernier par la Cour de justice de l'UEMOA, qui a été donc saisie par l'État du Niger et sept autres pour demander à ce que cette Cour ordonne plutôt de surseoir aux sanctions imposées à notre pays par la commission de l'UEMOA. Vous suivrez donc l'intégralité de ce point de presse du ministre Aliou Daouda dans la fin, en partie magazine de ce journal. La salle de réunion de la commune urbaine de Tillabéri a abrité ce matin une conférence publique autour du thème gouvernance locale et participation communautaire. Il s'agit d'une activité qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé Ma Voix, Mon Droit, un projet porté par le mouvement Tournons la page Niger sur financement d'Oxfam, Oxfam. Le résumé de cette activité avec nos reporters Nouhou Jibo et Adamou Soumana. Hommes et femmes issus des différentes couches socio-professionnelles de la capitale du fleuve Tillabéri se retrouvent ainsi pour échanger autour de la gouvernance locale et la participation communautaire. Une rencontre initiée par le mouvement Tournant la page Niger qui vise à impliquer l'ensemble des acteurs concernés dans la gestion de leur commune afin qu'ils puissent contribuer à son développement. En marge de ces conclaves, le conférencier a résumé les raisons ayant conduit à la tenue de cette conférence.
nous avons dit qu'il faut qu'on recadre un peu pour que chacun puisse connaître le rôle qui est le sien et comment nous devons donc exercer nous en tant que citoyens pleinement cette citoyenneté pour que ça puisse profiter donc au développement donc, de nos collectivités. Et comme je l'ai dit, autant que nous sommes autorités administratives et citoyens, et nous devons nous compléter. Et cette gouvernance-là, elle est faite au bénéfice des populations. Donc souvent, vous voyez, il y a des approches qui sont développées, il y a des investissements qui sont faits, mais le plus souvent, si elles ne cadrent pas avec les besoins réels des populations, souvent ça constitue une peine perdue. Donc nous avons dit pour pouvoir concentrer et de façon rationnelle gérer nos ressources, il faut d'abord, avant de faire quoi que ce soit impliquer donc cette population-là. Parce qu'on dit ce que vous faites pour moi, si vous le faites sans moi, c'est comme si vous l'avez fait contre moi. Donc d'où la l'impérieuse nécessité plutôt donc de faire partie des communautés donc au niveau donc de la gestion des collectivités. Et cette participation, elle doit être active. Le conférencier n'a pas également manqué de souligner l'importance de la mobilisation citoyenne dans le contexte actuel du pays. Il est important donc de faire savoir d'abord aux bénéficiaires l'intérêt qu'ils ont et cela favoriserait leur adhésion. Mais si c'est quelque part on décide des choses qui souvent ne cadrent pas avec leurs besoins réels, cela ferait en sorte qu'on ne les sente pas dans la mise en œuvre, dans beaucoup des instances donc, de la gouvernance. Donc c'est vraiment l'objectif de cette conférence-là. Nous avons dit que c'est vraiment le moment idéal de rappeler aux gens le rôle qu'ils doivent jouer et l'importance et la force donc, de la mobilisation citoyenne. Aujourd'hui, chaque citoyen doit participer donc, activement à la gestion donc, de son pays. Et ça vient à nommer la collecte de fonds de solidarité. Et nous avons aussi appelé les gens à contribuer de façon significative parce que c'est aussi un devoir pour eux. Chaque fois que la nation a besoin d'eux, chaque fois que le pays est dans des difficultés, donc il fait appel à ses fils qui doivent en tout cas faire une mobilisation, qui va en tout cas faire un sursaut donc, dans un élan patriotique pour en tout cas défendre la patrie. La pertinence du thème objet de cette conférence publique a amené l'assistance à participer activement au débat avec des questions d'éclaircissement pour les uns et des contributions pour les autres. Les dernières manifestations de soutien aux nouvelles autorités de notre pays ou encore celles pour exiger donc le départ des troupes françaises mobilisent de moins en moins de populations et de manifestants. Qu'est-ce qui explique donc ce relâchement? C'est à cette question que nos reporters ont tenté d'avoir des réponses auprès de quelques citoyens qu'ils ont interrogés. Je vous propose de les suivre. Les gens pensent peut-être qu'ils sont à un pas de la victoire alors que la lutte reste à faire. Peut-être on peut expliquer cela par le départ des troupes françaises. Donc les gens doivent comprendre que le combat reste à faire. Cela n'est pas une victoire. Donc on doit être vraiment résilient pour pouvoir continuer le combat. Dans un premier temps, il faut reconnaître que les manifestations antérieures se passaient durant la période des grandes vacances. C'est-à-dire que étudiants, enseignants et scolaires, collégiens et lycéens étaient vraiment en vacances et ils se permettaient d'aller aux activités. Maintenant, avec la reprise des cours, une forte quantité d'enseignants ont rejoint leur poste. Les étudiants ont repris les cours, les élèves ont repris les cours et l'administration continue de travailler. Ce n'est pas les mêmes périodes. La seconde angle sur laquelle on peut regarder cela, c'est que il y a eu de l'intoxication autour de la question. Et vous n'êtes pas sans le savoir que de la même manière que nous sommes en train de nous battre pour arracher notre souveraineté, il y a ceux qui sont en train de se battre pour faire échouer ce combat, cette lutte. Et donc du coup, c'est des vocaux par-ci, c'est des vidéos par-là qui parlent de détournement d'argent, des fonds alloués au comité de soutien. Vous avez des sécurités qui sortent par-ci, par-là pour dire qu'ils ne mangent pas et tout ce qui s'ensuit. Nous savons qu'il peut y avoir une part de vérité dedans, mais c'est qu'il y a des gens qui sont derrière, qui tirent les ficelles
pour amener le peuple à laisser tomber ce combat. D'ailleurs, pour rappel, le combat, nous ne le faisons pas pour la société civile, nous ne le faisons pas pour les autorités de la transition, nous le faisons surtout pour le pays. Quant au peuple, de savoir que quand ils sortent pour marcher, ce n'est pas pour Michael Zodi, ce n'est pas pour Nouarzika, ce n'est pas pour Ali Idrissa. Ils sortent pour marcher pour des convictions, ils sortent pour soutenir les autorités de la transition parce qu'ils pensent qu'ils incarnent le changement. Donc c'est dire aux gens, aux uns aux autres de faire échec à toutes ces manigances qui visent à décourager le peuple, qui vise à décourager les citoyens par rapport aux actes de citoyenneté. Et par rapport aux yéyers qui se font de leadership, ça aussi, ça casse l'élan de participation. Si vous avez une structure, un leader d'une structure qui ne s'entend pas à l'autre, quand tu as un leader d'une structure qui insulte l'autre, vraiment ça décourage le citoyen qui n'est pas aguerri. Mais moi je pense que leur guéguerre ne doit pas nous empêcher de participer aux activités. Moi si je participe à une activité de M62, je ne le fais pas pour son coordinateur. Si je participe à une activité de Bukata, je ne le fais pas pour son coordinateur, mais par rapport à mes convictions, par rapport à l'objectif à atteindre. C'est ce que la population doit comprendre. Place donc à présent à la partie magazine consacrée au point de presse animé cet après-midi par le ministre de la Justice garde des Sceaux, le magistrat Aliou Daouda, en réaction à la décision rendue publique le 16 novembre dernier par la Cour de justice de la CEDEAO après la requête introduite auprès d'elle par l'État du Niger et 7 autres pour lui demander d'ordonner de surseoir l'exécution des mesures de sanctions prises à l'encontre de notre pays par la commission de l'UEMOA à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier. Je vous propose donc de suivre l'intégralité de ce point de presse. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. À la suite des événements du 28 juillet 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunis à Abuja, au Nigeria, a adopté une batterie de sanctions inédites quant à leur nature et leur ampleur à l'encontre de notre pays, le Niger, parmi lesquelles on peut citer entre autres la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des transactions commerciales et financières, le gel des avoirs financiers et monétaires de l'État du Niger à la BCEAO, etc. Devant une telle situation, l'État du Niger et cette autre entité qui croyait encore à l'intégration prônée par l'UEMOA, dans l'intérêt des populations de l'espace, on saisit la Cour de justice de l'UEMOA de 2 requêtes. Une première requête aux fins d'appréciation de la légalité des sanctions en date du 28 août 2023 et enregistrée au greffe de la dite Cour sous le numéro 20 R003. Une seconde requête également en date du 28 août 2023 enregistrée sous le numéro 23 RR 3.003.1 au greffe de la dite Cour ayant pour objet les sursis à exécution des sanctions prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA à Abuja. Le 21 septembre 2023, le greffier a notifié cette dernière requête à la partie défenderesse. Le 12 octobre 2023, le président de la Cour a pris une ordonnance pour proroger le délai accordé aux représentants légaux de l'institution communautaire pour le dépôt de ces observations. Ce dernier a déposé le mémoire au greffe de la Cour le 26 octobre sur le numéro 23 00R 03.4. Le 16 novembre 2023, le président de la Cour statuant en la forme des référés s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de sursis à exécution et a déclaré recevable la requête aux fins de sursis à exécution introduite par l'État du Niger et 7 autres entités. Dit n'y avoir lieu à ordonner le sursis à exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA lors de sa session extraordinaire tenue le 30 juillet 2023. Réserve les dépens et dit qu'il en sera référé en cas de besoin. Une telle décision
appelle tant dans la forme que dans le fond les commentaires qui suivent. En la forme, il est aisé de constater que le représentant de la conférence des chefs d'État, qui est originaire du même pays hostile que le président de la Cour, entre parenthèses le Sénégal, a régulièrement reçu notification par les siens du greffier de la Cour de la requête portant sursis à exécution déposée par l'État du Niger et cette autre entité au greffe de la dite Cour. Il a même eu droit à la prorogation de délai pour déposer ses observations. Par contre, s'agissant du Niger et de cette autre entité demanderesse, la décision a été rendue alors qu'ils ignoraient jusqu'à la date d'audience à laquelle la Cour devait vider sa saisine. À plus forte raison, elles n'ont pu prendre connaissance des observations de la partie défenderesse auxquelles elles étaient en droit de répliquer, si elles l'estimaient nécessaire. Et c'est sur la base des observations faites par le représentant de la conférence des chefs d'État que le juge de référé s'est fondé pour rendre sa décision en faisant sienne les écritures de la défenderesse. Au regard de ce qui précède, la juridiction communautaire a violé de manière frontale un des principes élémentaires communs à toutes les procédures judiciaires, à savoir le principe du contradictoire. Ce faisant, elle a déjà annoncé les couleurs quant à la décision à intervenir, laquelle décision est commandée par des processus chargés. Au fond, pour rejeter la demande de sursis, le juge communautaire a rappelé les dispositions de l'article 72 du règlement de procédure de la Cour de justice de l'UMOA, qui dispose que toute demande de sursis à exécution d'un acte d'une institution n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte devant la Cour. Le même article précise que la partie demanderesse spécifie l'objet du litige, les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de droit et de fait justifiant à première vue l'octroi de la mesure provisoire à laquelle elle conclut. Le juge de référé reproche à la requête de n'avoir pas donné satisfaction à cette dernière condition, alors que lui-même écrit dans sa décision que sur les conséquences irréparables, les demandeurs ont exposé le caractère fragile et vulnérable de l'économie nigérienne. Effet de développement sur les incidences de l'exécution des sanctions contestées sur l'économie, en particulier les sections de l'industrie, des bâtiments, des travaux publics, du commerce, du transport et de la santé, pour ne citer que cela. Qu'il relève également dans sa décision que les requérants développent que l'exécution des dites sanctions entraîne des conséquences démodables et sont d'une ampleur sans précédent dans la mesure où le Niger est un pays enclavé qui entretient des relations économiques avec ses voisins, notamment par l'utilisation de leurs ports. Qu'ainsi, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des transactions commerciales et financières entre les États membres rompent ces relations, impactent gravement les populations avec le blocage des produits de première nécessité à destination du Niger et conduit à isoler le pays, ce qui est en totale opposition avec les objectifs de l'UMOA tels que définis par le préambule et l'article 4 du traité modifié et en violation des principes fondamentaux du droit international consacrés notamment par la Convention
de New York sur la haute mer ou encore. Cette lecture rapide des moyens présentés par l'État du Niger et autres et relevée par le juge communautaire révèle que toutes les conditions posées par la dite disposition ont été satisfaites. Il montre que le juge a fait une lecture biaisée de ces dispositions dans sa décision foulant du coup les principes et règles applicables en la matière. Par ailleurs, le juge des référés, dans ses efforts tendant à enfreindre la loi pour produire une lecture propre à sa convenance, erronée au regard de l'article 72, semble exiger que la requête doit démontrer le caractère illégal des mesures prises contre le Niger, ajoutant ainsi une condition qui n'existe que dans son imagination pour satisfaire les injonctions à lui donner. Tout en admettant que la condition préalable de dépôt d'une requête en annulation a été remplie par les parties demanderesses, le juge communautaire a reproché aux mêmes parties de s'y référer et de se borner à démontrer l'urgence de leur demande. Ce faisant, il a fait litière des arguments développés dans la requête, même de sursis à exécution. L'État du Niger et les autres parties demanderesses ont largement fait cas des conséquences graves et des préjudices irréparables provoqués par les mesures comme des sanctions, les mesures de sanctions brutales et drastiques, parmi lesquelles on peut citer la rupture d'approvisionnement en produits de première nécessité, y compris les médicaments, actes comportant des risques de famine à grande échelle et même de maladies, comme le juge communautaire l'a lui-même relevé. Pour refuser l'évidence, le juge communautaire a fait recours à une notion trouble, à savoir la mise en balance des intérêts particuliers, donc des intérêts de la population et du peuple nigérien sous embargo, sous sanction, aux intérêts de la communauté dans son ensemble. Que ce faisant, le juge communautaire s'est contredit lui-même parce que dans un de ses considérants de sa décision, il a affirmé que le caractère d'une demande de mesures provisoires doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures. Quel commentaire peut-on en faire, puisqu'il ne s'agit pas d'une appréciation d'un recours émanant de la communauté dans son ensemble? La mise en balance est une invention pour donner tort à l'État du Niger. Il est donc incongru que dans les développements qui ont suivi, le même juge invoque ce fameux principe de mise en balance des intérêts en présence. C'est le Niger qui est victime des mesures de sanctions. Ce sont les intérêts du Niger qui doivent être appréciés et non les intérêts imaginaires de la communauté ou de ceux qui sont auteurs de ces mesures de rétorsion contre le peuple nigérien. Persistant dans ces contradictions, le juge des référés affirme dans ses motivations que les sanctions ont été prises à la suite d'une remise en cause de l'ordre constitutionnel d'un État membre de l'IMOA, entraînant la réaction de l'institution communautaire, alors même que le même juge a rappelé dans un de ses considérants que les décisions du juge de référé ont un caractère essentiellement provisoire et ne sauraient préjudicier au fond et vider l'essence de sa substance. Par cet amalgame, le juge de référé est allé au fond pour justifier pourquoi les mesures ont été appliquées et prises contre l'État du Niger. Et vous allez être édifié davantage dans l'attendu ou les considérants sur lesquels il s'est fondé pour rendre sa décision. Dans le cas d'espèce, en évoquant une remise en cause
de l'ordre constitutionnel dans un État membre de l'UEMOA pour justifier les mesures attaquées, il en a apprécié la légalité. Et par ce moyen, nécessairement préjugé au fond. Que ce faisant, il s'est une fois de plus contredit. S'il n'y a une règle d'or en matière de référé, c'est que les décisions rendues en cette matière ne doivent pas toucher au fond. La décision du juge communautaire est allée au-delà du fond parce qu'elle constitue un arrêt de règlement qui consiste à donner des injonctions que vous allez découvrir tout de suite. Cependant, le président de la Cour de la justice de l'UEMOA, malgré ses années d'expérience, semble ignorer ce principe. En effet, quand il écrit que les sanctions ont été prises à la suite d'une remise en cause de l'ordre constitutionnel d'un État membre de l'UEMOA, entraînant la sanction ou la réaction de l'institution communautaire, et d'ajouter que la mise en balance de ses intérêts doit se traduire. Le juge des référés tente de justifier la décision ordonnant les dites sanctions. Toute chose qui échappe à ses compétences légales. Au surplus, le même juge, en tentant d'imputer la faute aux autorités nigériennes actuelles, semble ne pas faire cas des autres parties au procès. Une telle attitude trahit une fixation sur les dites autorités et une stigmatisation à peine voilée de leur prise de pouvoir, laquelle a pourtant été saluée par l'écrasante majorité de la population nigérienne. Par cette décision, le juge communautaire nie à l'État du Niger tout droit de recours aux motifs fallacieux que les autorités de ce pays ont été à la source de la situation ainsi créée. Une telle appréciation de la situation est dangereuse en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles de l'article 18 du protocole additionnel numéro 1 qui prévoit que les recours formés devant la Cour n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut ordonner le sursis à exécution des actes contestés devant elle. En passant outre cette disposition, le juge communautaire ne laisse qu'un seul choix au Niger, celui de se plier aux injonctions des chefs d'État et de gouvernement, même si elles sont entachées d'illégalité manifeste. Il s'agit là, assurément, d'un déni de justice. Mieux, la décision rendue, qui est un nouveau règlement, s'analyse en une adoption pure et simple des prétentions du représentant légal des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, sur lesquels il s'est exclusivement fondé pour se prononcer. Il est totalement loisible de constater que tandis que le représentant de l'Union a bénéficié des bienveillances du président de la Cour qui lui a accordé une prorogation de délai pour déposer ses conclusions, l'État du Niger et les autres parties de demanderesses se sont vus dénier leur droit de prendre au minimum connaissance des observations faites par ce représentant. Et c'est sur la base de ces observations que la décision a été rendue. Au fond, les contentions du juge pour aboutir à une décision de rejet trahissent une mise au pas d'une institution à laquelle les Nigériens ont jusque-là cru. Cette méthode de flibustier ayant consisté à cacher à la partie nigérienne, partie demanderesse, jusqu'à la date du délibéré et à sortir comme par enchantement une décision à la veille du départ de notre équipe d'avocats à Abuja pour plaider devant la Cour de justice de CEDEAO suscite des interrogations. La Cour de l'UEMOA a-t-elle voulu par cette méthode porter atteinte au moral de nos conseils? Ou alors a-t-elle voulu prendre les devants pour orienter les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO dans le sens des décisions de certains chefs d'État de l'espace obéissant aux agendas de puissances étrangères? Une chose est sûre, cette décision ne laissera pas intact aux yeux des Nigériens et des millions de citoyens de l'UEMOA le crédit de cet organe communautaire. Le Niger, avec ses pays amis, se donnera les moyens d'aviser en temps opportun. En conclusion,
Cette décision a violé les dispositions de l'article 72 susvisé. Les attributions, compétences et pouvoirs du juge des référés et constitue une injonction donnée au Niger par le biais du juge des référés pour se plier au dictat de se mettre à penser et à décision. En prenant la décision signée par le greffier qui est là, le greffier de la cour de Limoa, dont toutes les parties sont paraphées, j'instruis pour qu'on mette à votre disposition une copie de la décision. Et à la page 6, quand vous prenez cette décision, vous allez vous rendre compte que le même président qui dit que le Niger n'a pas fait cas des circonstances de fait et de droit pour demander la mesure de levée ou de suspension de ces sanctions, a écrit lui-même que l'État du Niger et les 7 autres exposent que l'exécution de ces sanctions qui ont été immédiatement mises en application par la suspension de la fourniture de l'énergie électrique, la fermeture des frontières, le gel des avoirs de l'État du Niger, des entreprises publiques et parapubliques logées à la Banque centrale et dans les banques commerciales, la suspension des transactions bancaires et l'interdiction du survol de l'espace IMOA à tout aéronef en partance ou en provenance du Niger risque, si cette mesure, si elle était poursuivie, de préjudicier de manière suffisamment grave et irréversible à la situation des requérants et aux intérêts des populations nigériennes privées de la moindre assistance. Que c'est pourquoi, et c'est lui-même qui l'écrit, que le Conseil sollicite la suspension de l'exécution de ces sanctions en soutenant le caractère illégal de ces mesures largement qui a été développé dans le recours principal en appréciation de la légalité dirigée contre le communiqué de la conférence des chefs d'État de l'UMOA. Qu'ils font valoir en outre qu'en l'espèce, toutes les conditions sont remplies afin que soit ordonné le sursis à exécution des sanctions prononcées à l'encontre du Niger, au motif qu'aussi bien l'urgence que l'existence d'un recours préalable ne saurait suffire d'une quelconque contestation. Il poursuit en relevant que sur l'urgence, les requérants développent que l'exécution de dites sanctions entraîne des conséquences dommageables et sont d'une ampleur sans précédent dans la mesure où le Niger est un pays enclavé et entretient des relations économiques avec l'ensemble de ses voisins, notamment par l'utilisation de l'eau. Qu'ainsi, la fermeture des frontières terrestres et aériennes, la suspension des transactions commerciales et financières entre les États membres rompent ces relations, impactent gravement les populations avec le blocage des produits de première nécessité à destination du Niger et conduisent à isoler le pays, ce qui est en totale opposition avec les objectifs de l'IMOA tels que définis par le préambule et à l'article 4 du traité, notamment par la Convention sur la haute mer ou encore la Convention de New York du 8 janvier 1965 relative aux pays de transit sans littoral. Que sur les conséquences irréparables, les demandeurs ont exposé le caractère fragile et vulnérable de l'économie nigérienne. Effet de développement sur les incidents de l'exécution de ces sanctions contestées sur l'économie, en particulier sur les secteurs de l'industrie, des bâtiments, des travaux, du commerce, du transit, de la santé et autres. Qu'est-ce qu'on veut? Comment peut-on? Est-ce qu'on peut être plus explicite dans des problèmes que nous avons soulevés? Le juge dit qu'on n'en a pas parlé, mais c'est lui-même qui l'a relevé dans son ordonnance. Et j'ai dit, je mettrai cette ordonnance à votre disposition, à vous de faire votre religion. Si nos conseils n'ont pas mis en exergue les conséquences irréparables, irréversibles de l'exécution de ces sanctions,
le président de la Cour ne peut pas inventer pour relever qu'ils ont écrit. Mais qu'à cela ne tienne, il l'a fait pour aboutir à la décision qui a été commanditée. Et dans cette décision, je vous dis, je veux vous donner lecture de l'argument phare sur lequel il s'est fondé pour rendre la décision. Donc, c'est à la page 6 de l'ordonnance. Et à la page 7, vous allez être surpris des arguments avancés par le représentant de l'Union pour faire rejeter. Et les mêmes arguments, lui, il a eu connaissance de ce que nous avons développé pour présenter à la Cour. Il a eu un temps pour faire son observation, lequel temps a été prorogé. On aurait dit par le principe du contradictoire, puisqu'il a donné une réponse en fonction des arguments de fait et de droit que nous avons opposés à ces décisions que nous estimons illégales et que toute la communauté internationale, sauf les chefs d'État qui ont pris et leur balai, considèrent comme légales. Il a eu le temps de faire des observations et de critiquer ce que nous avons fait, ce que nous avons présenté, avec une prorogation, parce qu'il est de la même nationalité que le président. Mais nous n'avons pas eu droit à la notification de ce qu'il a fait. En tous les cas, voilà les arguments qu'il a présentés. Je vous en fais économie. Il a évoqué même des arguments tenant à la Convention de l'Union européenne, si vous voulez, pour voir d'où on peut tirer la légalité de cette décision. Nous sommes en droit communautaire africain. Ce sont les pays africains de l'UMOA qui ont pris des mesures contre nous. Le représentant de l'Union monétaire ouest-africaine a cru devoir utile de mettre en exerce la convention, de leur mettre en pensée, des commanditaires de cette décision. Et voilà, c'est ressorti, c'est le président de la Cour qui l'a ressorti dans la décision qu'il a rendue à la page 7, au 3e ou 2e paragraphe. Et il a essayé, lui, de donner une réponse qui va en contradiction avec ce qui a été développé. Il dit que sur le 2e point, elle soutient que l'illégalité prétendue, que lui, c'est lui qui pense, lui, il dit que nous, l'illégalité prétendue n'est pas fondée au motif que. D'abord, nous avons dit que c'est illégal. Le dernier a parlé à l'IMOA, dit que nous, notre illégalité que nous avons relevée, n'est qu'une imagination de notre esprit. Et il apporte des arguments sur les fondements desquels il conteste notre argumentaire. Le principe du contradictoire voudra que lorsque la partie défenderesse qui a eu accès à notre mémoire, qui s'est vu accorder un délai pour faire ses observations et avec une prorogation, le minimum, c'est de nous permettre de voir ce qu'elle a écrit pour que nous aussi, nous répondions. Ce qui n'a pas été le cas. On ne nous a même pas dit quelle est la date d'audience. Nous avons été surpris d'avoir l'ordonnance le 16 novembre 2023, au moment où notre délégation est en transbordement à Ouaga, en partant sur Abuja pour plaider sur le dossier de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO. Il dit que sur le 2e moyen, elle soutient que l'illégalité prétendue n'est pas fondée au motif que l'IMOA, au motif que d'une part, l'IMOA a intégré les questions de paix et de sécurité dans son objectif, à travers notamment l'acte additionnel numéro 04-2023 CCEG IMOA du 24 octobre 2013 instituant une politique commune dans le domaine de paix et de sécurité. Et le mémorandum d'entente signé en 2018 entre l'IMOA et la CEDEAO en matière de prévention et de crise. Et cet élargissement, sans qu'on nous vise une disposition du mémorandum ou de l'acte signé, que cet élargissement de compétences l'a conduit à lutter contre les changements anticonstitutionnels du gouvernement. Qu'elle développe, que ces dispositions attestent non seulement que l'UMOA peut traiter des questions liées à la paix et à la stabilité, mais mettent en évidence la synchronisation des actions de la CEDEAO et de l'Union dans un contexte international de consensus
sur les nécessités de sanctionner les changements anticonstitutionnels de pouvoir, de gouvernement, résultant des positions du Conseil de sécurité de l'ONU, de l'Union européenne et de l'Union africaine sur les coups d'État. Là, c'est le comble. Parce que je ne pense pas, je ne suis pas expert du droit communautaire européen. Je ne sais pas si, en leur sein, ils ont légiféré sur les coups d'État. Je ne sais pas. Ça, c'est un. Qu'ils aient légiféré sur le coup d'État, c'est pour eux qu'ils ont légiféré, ça ne peut pas concerner l'instance communautaire de l'UEMOA ou de la CEDEAO. Deuxièmement, ils justifient la compétence de la... Pas même de la Cour. La compétence, lui, il amène des arguments relatifs à la compétence de l'Union pour prendre les sanctions. Mais maintenant, je m'en vais vous donner le point de presse animé par le président Dessi Bazoum en présence de l'un des commanditaires de cette décision où il a dit que ces sanctions sont illégales. Aucune disposition ne l'a produit. Alors lui, il ne connaît pas le droit communautaire à l'époque quand il a dit, ou bien c'est maintenant que ce droit communautaire a changé. Pour que lui, le maître, l'instigateur de ces décisions, commandite, qu'on mentionne même dans une décision qui sanctionne un État membre de la Convention de l'Union européenne. Et ça, c'est pour justifier les appuis qu'ils veulent ou qu'ils obtiennent de cette institution. Sinon, on ne voit pas en quoi l'Union européenne est venue faire dans ce conflit. Ainsi, d'autre part, la défenderesse précise qu'il n'existe aucun instrument juridique faisant obstacle à l'édiction des sanctions. Et ça, c'est le représentant. Mais s'il n'existe aucun instrument faisant obstacle à l'édiction des sanctions, et il précise ni les traités de l'UEMOA, ni la Convention de New York relative au commerce de transit de l'État. Mais est-ce que ces instruments, est-ce qu'ils ont prévu ces sanctions? Je pense qu'il ne suffit pas de dire qu'aucune de ces conventions n'interdit, mais il faut aussi prévoir si ces sanctions ont prévu, si ces instruments ont prévu. Nous sommes partis volontairement pour adhérer à ces communautés. Et quand on fait une mise en balance de nos intérêts particuliers, je reviendrai là-dessus. Donc, voilà l'un des arguments avancés par le représentant de l'Union monétaire ouest-africaine, UEMOA. Vous voyez des moyens qui sont en total déphasage avec les arguments que nous avons développés pour montrer l'urgence, les préjudices que nous subissons, les problèmes que rencontre la population nigérienne et les opérateurs économiques. Il a évoqué autre chose que développer dans le sens de contredire ce que nous avons dit. Et il a continué. Que la conférence des chefs d'État et de gouvernement ajoute sur les conditions du sujet que la demande des requérants méconnaît la vocation des mesures provisoires en ne démontrant pas l'urgence. Il dit qu'on n'a pas démontré l'urgence et vous allez voir, ce sont les motifs que le président va adopter pour rejeter notre demande et ne repose pas sur une appréciation actualisée du contexte juridique et factuel. Qu'elle soutient que la présente procédure. Il s'agit de démontrer en quoi il y a péril imminent porteur de conséquences irréversibles qui pèsent sur les intérêts du demandeur. Nous l'avons fait, mais on nous a dit de mettre nos intérêts en balance. Mais vous allez voir. Et pour rendre sa décision, le président dit que la requête en sursis ainsi introduite, ça c'est à la page 9, ne répond pas à la condition relative à l'exigence de présenter des moyens de fait et de droit justifiant à première vue l'octroi des mesures demandées. C'est lui-même qui a relevé à la page 6 tout ce que je vous ai rappelé. C'est ce qu'on appelle en droit processuel une contrariété de motif. Amenant du coup, si cette décision peut être déférée devant une instance juridictionnelle à son annulation, c'est une cause de nullité, pas de reformulation. En droit processuel, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs et à la violation de loi qui implique la nullité, l'annulation de la décision rendue. Mais comme on n'a pas de recours, on ne peut pas... Mais en réalité, c'est lui-même qui a dit qu'elle ne répond pas alors qu'il a relevé lui-même. En droit,
processuel, vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire. Lui-même qui a dit que les partis ont suffisamment développé les conséquences, et il dit que ce n'est pas là. Considérant par ailleurs que le caractère urgent d'une demande de mesures provisoires doit s'apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite des mesures. S'il vous plaît, est-ce que nous qui sommes sous embargo, nous dont les frontières ont été fermées, nous à qui on empêche le survol de l'espace communautaire, nous dont les banques sont fermées, nos comptes et avoirs sont gelés, est-ce qu'il n'y a plus urgence à démontrer? Nous l'avons dit. On a dit même qu'on manque de produits de première nécessité, y compris les médicaments. Il y a un risque de la famine et un risque de maladie. Quel est le moyen par lequel nous devons démontrer qu'il y a urgence ou il y a péril en la demeure? Quand 26 millions de personnes sont menacées de famine, ou du moins sont menacées de maladie, est-ce qu'il y a une façon d'expliquer qu'il y a urgence? Et je vous rappelle que lui-même, Alassane Ouattara, le président ivoirien, avait fait un point de presse dans lequel il disait que ça fait une semaine que ce peuple martyr est en train de souffrir. Coupé d'électricité, coupé de nourriture. Les enfants sont en train de nourrir, de souffrir. Et il avait donné des gens, il suffit que le CNSP rende le pouvoir et ils vont demander au président de Chine d'être clément. C'est la même proposition qui a été consacrée dans la décision rendue par le président de la Cour de justice de l'UMOA. Donc vous voyez l'urgence. Il dit qu'on n'a pas développé. Et là-bas, nous avons dit qu'il y a un risque de maladie. Quelle est l'urgence s'il y a des épidémies alors qu'on n'a pas accès à l'international? Nous étions certains amis qui nous ont. Que l'urgence entendue de manière objective et globale comme un risque de préjudice suffisamment grave. Quel est le préjudice qui est suffisamment aujourd'hui, nous, ce qu'on vit? Suffisamment grave, immédiat et irréparable ne doit pas être apprécié du point de vue de la situation des requérants, mais doit résulter de la mise en balance. Ça, c'est une ingénierie juridique inventée par le président de la Cour de justice de l'UMOA. Ou pour rejeter notre demande, il impose que nous apprécions le préjudice que nous subissions à l'intérêt général, comme si nous sommes partis à l'union pour sacrifier nos intérêts. Comme nous sommes partis à la communauté pour sacrifier nos intérêts. Et il continue que le résultat du dossier de la conférence des chefs d'État. Donc vous voyez, qu'il résulte du dossier, ça, ce sont les motivations de sa décision, qui résulte du dossier de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, en sa session extraordinaire, adopté des sanctions contre l'État du Niger, que ces sanctions ont reçu une application immédiate. Il sait qu'on nous a sanctionnés avec effet immédiat. Qu'en l'espèce, les sanctions ont été prises à la suite d'une remise. Il justifie même les sanctions en tant que juge de référé. En tant que juge de référé, le juge de l'évidence, qui ne doit pas préjudicer au fond, il ne doit pas. Nous, on l'a saisi d'un péril à la demeure, d'une urgence pour prévenir le péril à la demeure. Il évoque les sanctions et il met dans sa décision que les sanctions ont été prises à la suite d'une remise en cause de l'ordre constitutionnel d'un État membre, ce qui a entraîné la réaction de l'institution. Toutes choses qui ne sont pas de la compétence d'un juge de référé. Nous, nous sommes partis pour avoir la suspension de l'exécution de ces sanctions. Lui, il les justifie. Il continue. La mise en balance de ses intérêts doit traduire le souci de veiller à la sécurité juridique et à la stabilité des institutions démocratiques dans le périmètre communautaire. Ça, c'est le juge de référé qui... Il est en train de dire que les intérêts de la population nigérienne menacée d'épidémies, des maladies,
ne valent pas devant la stabilité des institutions démocratiques, que les chefs d'État ne soient pas déposés, que les gouvernements ne soient pas dérangés. La motivation, elle est claire et vous allez en découvrir davantage. Que ceci est même un impératif que postule la libre adhésion à une institution communautaire du genre, dont les règles consacrées traduisent, de par leur caractère, la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers. Aucun État qui a souscrit à ces conventions n'a sacrifié ses intérêts. Pour preuve, chaque fois qu'il y a le classement, c'est nous qu'on classe dernier. Et qu'aucun État ne peut, par son appartenance à une institution communautaire, remettre en cause son intérêt. On a des convergences, des critères de convergence pour aller ensemble pour développer la communauté. Mais chaque pays fait aussi des actions pour son propre développement et il a ses intérêts à défendre, aussi bien au sein de l'Union qu'à l'international et au niveau interne. Et personne ne peut être responsable d'un problème posé par un des pays membres de l'UMOA. Si nous avons un problème, on va attaquer le Niger. Et sur le plan juridique, on n'attaque pas l'UMOA. Quel est ce paternalisme? Donc, il dit que l'impératif communautaire doit guider les Nigériens à abandonner leurs intérêts. Je ne sais pas quelle lecture il a, ou bien s'il a pensé à ce qu'il a écrit. Ce n'est pas lui, c'est greffé. Et il continue. Considérant que pour avoir été à la source, et là c'est vraiment le comble, c'est malheureux. C'est malheureux qu'une institution judiciaire saisie d'une matière de référé, qui est une mesure provisoire, qu'elle s'empêtre dans des dédales qu'elle ne peut pas justifier. Et si on peut être ensemble pour débattre avec eux, on allait le faire. Il dit, pour rendre sa décision, que considérant que pour avoir été la source de la situation ainsi créée, les autorités de l'État du Niger sont irrecevables à vouloir plaider l'irréversibilité des dommages encourus, dès lors qu'il leur suffit de se mettre en perspective de retour à l'ordre constitutionnel pour faire disparaître le spectre de l'irréparable. Voilà un juge qui est saisi pour ordonner le sursis à exécution des sanctions que je qualifie et que tout le monde qualifie d'ailleurs d'illégal et dicté contre l'État du Niger, qui nous renvoie la balle, qui dit que puisque les autorités de ce pays ont changé pour avoir été à l'origine du changement anticonstitutionnel du régime, ils sont disqualifiés pour plaider l'irréversibilité des dommages encourus et qu'ils concluent de lors, s'ils veulent que ça s'arrête, qu'ils n'ont qu'à remettre le pouvoir aux autorités déchues et le spectre des sanctions de l'irréparable va disparaître. Pour ceux qui font des commentaires pour dire que l'État du Niger n'a pas été valablement défendu, il a été défendu valablement. Ça, on a assisté à l'exécution des injonctions. Ouattara l'a dit, si vous voulez qu'on lève les sanctions, remettez le pouvoir et retournez dans les casernes, on va être clément envers vous. Voilà ce que le juge de référé a dit. Non seulement il a fait une invention, la mise en balance des intérêts nigériens et des intérêts de la communauté dont nous, on ne connaît pas, puisque aucun d'entre eux ne sous embargo, aucun d'entre eux ne souffre de la fermeture ou des ailes des avoirs, et pire, aucun d'entre eux n'est menacé de maladie, puisque tous, la plupart de tous ces pays, personne ne produit, ne fabrique des produits, nous les importons tous de l'étranger, de l'extérieur. Nous, on nous a refusé ce droit. Et on nous dit que si vous voulez
mettre fin à ça, à ces mesures, c'est simple pour vous. Restituer le pouvoir et on va faire disparaître. Donc le président qui dit qu'on n'est pas compétent, parce que là, il dit qu'il n'y a lieu de constater dès lors que la présente demande aux fins de sursis ne répond pas aux conditions relatives à l'urgence et à l'irréversibilité de conséquences dommageables. Voilà encore, il se contredit, puisqu'il dit qu'il y a le spectacle de l'irréparable. Et pour arrêter ça, il suffit de restituer le pouvoir. Il ne vient plus donc pour dire qu'on ne satisfait pas. Donc on ne sait pas ce qui l'a guidé pour rendre sa décision. Puisqu'il dit une chose et son contraire. Il invoque l'irréparable. Quel est l'irréparable? C'est le préjudice que le Niger est en train de subir, la population. Et il dit plus loin que elle ne satisfait pas aux conditions d'urgence et de réversibilité. Et je vous rappelle que dès le jour où le Niger a introduit sa demande aux fins de sursis à exécution, dès la réception ou la notification de cette demande, à la partie des Fandera, c'est-à-dire le 21 septembre, normalement, il est sursis à exécution de toutes les sanctions. Ça, ce sont les actes communautaires qui le disent. Ce n'est pas le ministre de la Justice ni l'État nigérien. C'est les textes sur la base desquels ils se sont fondés pour rendre leurs décisions qui disent la notification à la partie des Fanderes autorise la suspension des mesures adoptées jusqu'à la décision du juge. C'est comme vous connaissez en droit interne. Malheureusement, c'est tiré de l'article 73 du règlement des procédures de la Cour de justice de l'UMOA. C'est lui qui le dit. Dès lors qu'on a notifié à la conférence des chefs d'État, notre recours, ils doivent suspendre les mesures jusqu'à ce que la Cour décide. Ce qui n'a pas été le cas. Pire, même le Mali qui a gagné sa décision, la conférence des chefs d'État n'a pas obtempéré. C'est-à-dire, on crée des juridictions auxquelles on donne des injonctions et auxquelles on ne croit pas. Puisque si on est légaliste, si vraiment on voulait être dans la loi, le Mali qui avait gagné sa décision, il devrait suspendre les mesures, ceux qui ne l'ont pas fait. Les chefs d'État n'ont pas obtempéré dans un premier temps. Pour le Niger, à la signification de la requête, normalement, ces pseudo-légalistes devraient faire en sorte, à partir du 21 septembre, de suspendre les mesures jusqu'à la date du 16, où le président a rejeté maintenant pour reprendre. Ce qui n'a pas été le cas. Alors, quelle est la légalité de ces institutions? Quel est le processus de leur décision? Est-ce qu'ils sont là pour le respect du droit ou le respect de velléité des chefs d'État? Et le président et le responsable de l'illumination sont tous du même pays. Vous avez vu toutes les faveurs qu'il a eues et l'État du Niger qui est requérant n'a pas eu. Et pire, dans cette décision, vous constaterez que il y a 7 entités autres qui ont demandé, avec des personnes physiques. Si des personnes physiques, la Chambre de commerce, les syndicats des transporteurs, le CNUT, si les militaires ou le gouvernement, les membres du gouvernement, sont disqualifiés à introduire le recours, puisque c'est eux, puisque c'est le gouvernement, on a pris, puisqu'ils ont rompu l'ordre constitutionnel, mais et la pharmacienne qui a fait le recours, elle est quoi dans le renversement du régime? Et la Chambre de commerce, les syndicats et tous les utilisateurs du transport. Ils sont quoi? Si on dit que l'État est disqualifié puisqu'il est à l'origine du changement anticonstitutionnel du pouvoir, il ne peut pas plaider l'irréversibilité et l'urgence pour lever les mesures, mais et la pharmacienne qui a introduit ce recours.
et les autres, de quel moyen dispose-t-il pour faire pression sur le CNSP pour demander de restituer le pouvoir? Est-ce qu'ils ont joué un rôle dans la prise du pouvoir? Ils ont seulement apporté leur soutien au CNSP lorsque, un matin du 26 juillet 2023, ils se sont rendus compte qu'il y a un changement de régime. On fait le mélange de genre, on dénie aux autorités le droit de plaider l'urgence et l'irréparabilité au motif que ils ont été à la base du changement. Mais ce n'est pas l'État du Niger seulement qui est requérant. Et les 16 autres. Qu'est-ce que le président de la Cour de justice de l'UMOA reproche aux 7 autres requérants? Qu'est-ce qu'il en a fait de leur demande? Il a rejeté la demande de l'État, mais il n'a pas statué sur la demande des autres parties. À vous de vous faire aussi votre religion. C'est des recours indépendants, même si ils sont joints. Chaque entité a fait son recours et a ses conseils. Et lui-même l'a mentionné à la page 6 de son ordonnance que l'État du Niger et les autres, cette autre entité demanderesse. Toute l'ordonnance a été rendue contre l'intérêt du Niger, contre le Niger, mais les autres, ont été parlement ignorés. Si les autorités sont à la base du changement anticonstitutionnel, mais les autres, cette entité. Si on dénie aux autres le droit de plaider, mais les autres, qu'est-ce qu'ils ont à voir? C'est pour vous dire qu'il est le seul à avoir la magie ou l'argutie juridique par laquelle il est arrivé pour rendre sa décision. Et il est le seul comptable de cette décision. Et comme nous l'avons dit, ça c'est le ministre de la Justice qui parle, mais je sais que le Niger, avec ses pays amis, en tirera les conséquences d'une telle parodie juridique, d'une telle justice. Et vous voyez, il ne suffit pas d'avoir un curriculum vitae lourd pour être un bon magistrat. Et dans tous les cas, il a fait la preuve. Ces 2 présidents, son président fait partie des pays qui étaient très acerbes contre le Niger, très remontés pour protéger leur arrière. Et cette décision n'est ni plus ni moins des garde-fous qui sont pris ou qui sont mis pour empêcher d'éventuels changements anticonstitutionnels du régime. Parce qu'on nous dit, si vous voulez que tout s'arrête, remettez le pouvoir. C'est contenu dans sa décision. On va vers un juge pour arrêter le problème qu'on vit. Il nous dit non, si vous voulez, moi je n'ai pas la solution de votre problème, c'est vous-même qui avez la solution de votre problème. Restituez le pouvoir et vous allez faire disparaître le spectre de l'irréparable. Il reconnaît qu'il y a l'irréparable, il reconnaît qu'il y a l'urgence, mais il nous dit c'est au gouvernement du Niger de restituer le pouvoir pour éviter. Mais les autres partis qui n'ont pas le pouvoir entre leurs mains, je ne sais pas qu'elles doivent faire.